Bonjour à tous. Donc cette fois-ci, nous allons nous plonger dans l'histoire. Alors je ne suis que connaisseur de Dijon que depuis 3 ans. Donc vous me pardonnerez si sur ces 20 minutes, je ne dresse pas un tableau spécifiquement exhaustif. L'objectif de mon intervention, c'est avant tout de vous apporter quelques clés, de vous suggérer notre belle ville, ses projets, surtout à tous ceux qui n'ont pas pu participer aux visites d'hier, à celles et ceux qui ne connaissent pas Dijon et qui viennent de loin. Alors, ces visites, d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les équipes, les membres de mon équipe, l'équipe de la direction de la valorisation du patrimoine. Je souhaite remercier Sandrine Ballan, Zoé Blumenfeld, Thomas Charenton et Jacques Kuhnmunch, qui lui est conservateur en chef honoraire et dijonnais, et qui, avec Louis-Jean Gachet, au nom de l'ICOM, m'a beaucoup soutenu pour ces organisations. Alors, Dijon est une ville qui est chérie. Je crois qu'elle est chérie par ses habitants, je crois qu'elle est chérie par ses élus, par tous ses acteurs, quel que soit leur domaine. Donc c'est une ville qui entre parfaitement dans la thématique de la journée Chérir le patrimoine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le conseil d'administration de l'ICOM a trouvé naturel d'organiser cette rencontre au sein du Palais des États de Bourgogne. Donc je remercie vivement les membres du conseil d'administration et la présidente Juliette Raoul-Duval. Donc mon court propos va vous suggérer avant tout cette ville riche de patrimoine étourdissant, éblouissant, imbriqué. Et je souhaite aussi dans ce propos rendre hommage à tous ceux qui sont engagés dans sa défense, alors ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Et peut-être que mon propos va effectivement nous conduire vers le passé, rendre hommage à tous ces érudits qui, depuis plus d'un siècle, en sont les défenseurs, me paraît essentiel. Rendre hommage aussi à toutes les associations qui nous entourent, comme cela a été fait par Madame la première adjointe. Donc je pense aux érudits d'hier, si ça marche. Oui, ça marche. Oui, voilà. Donc Henri Chabeuf, par exemple, donc c'est un érudit dont les écrits sont certainement à revoir, mais qui écrivit un livre de référence couronné en 1895 sur l'histoire urbaine de la ville et qui s'appelait Dijon, monument et souvenir. Et en fait, j'ai envie de retenir non pas le terme de monument, mais le terme de souvenir, qui est un terme profondément romantique et qui révèle Dijon et son imaginaire. Dijon, une ville miroir de l'âme, une ville empreinte de mystère, une ville empreinte de rêve. Donc c'est ce terme-là que peut-être j'ai envie de suggérer, de retenir dans les écrits d'Henri Chabeuf pour commencer. Donc cette approche qu'on pourrait qualifier de sentimentale sera d'ailleurs au cœur de notre journée. Je crois que c'est l'émotion, c'est la passion qui nous rassemble d'abord autour des patrimoines, non seulement en tant que professionnels, mais aussi qu'en tant qu'amateurs. Alors Chabeuf est un illustre inconnu sur un plan national, mais il est essentiel pour connaître Dijon. Et ce qui est essentiel aussi, c'est de savoir qu'il s'est beaucoup impliqué, qu'il a été militant concernant la défense des monuments historiques auprès de l'opinion publique, et qu'il a été remarquable, notamment au moment des lois sur les monuments historiques en 1913. Et Chabeuf voyait Dijon comme un tout indissociable, un écosystème cohérent des patrimoines, que nous pourrions qualifier aussi dénommer, aujourd'hui le paysage culturel, si Louis-Jean Gachet en est d'accord, que nous appelons aussi secteur sauvegardé, près d'une centaine d'hectares, ou site patrimonial remarquable, selon la récente loi promulguée en juillet 2016. Donc nous sommes finalement à Dijon au sein d'un paysage culturel, porteur aujourd'hui, et Madame la première adjointe en a parlé, de 2 grands projets, la rénovation du musée des Beaux-Arts et la Cité internationale de la gastronomie et du vin, que je suggérerai moi aussi à la fin de mon propos. Alors Dijon, paysage culturel, donc Dijon au coucher du soleil, donc c'est vrai que c'est encore plus magique, c'est encore plus fascinant. Alors rappelons qu'en juillet 2014, donc ICOM Italie a défendu une charte de Sienne sur les musées et les paysages culturels. Ce concept a été relayé par une conférence générale de l'ICOM en 2016 à Milan. Cette réflexion est vraiment passionnante pour nous à Dijon, car elle affirme le lien entre collection, architecture, territoire. Elle affirme la responsabilité du musée envers son territoire. Elle rappelle que le musée a un rôle d'interprétation de son environnement et qu'il est concerné, bien évidemment, par le développement durable. Donc en effet, à Dijon,
La double inscription à l'UNESCO des climats du vignoble de Bourgogne et du repas gastronomique des Français met en évidence ces liens logiques entre patrimoine matériel et immatériel, des liens naturels entre les collections, leurs musées, l'architecture, la gastronomie, le vignoble, sur un plan territorial. Donc, évoquer les ducs de Bourgogne et l'art de leur cour, c'est tout autant suggérer l'art médiéval que parler d'art de vivre, d'Europe et d'enjeux géo-économico-stratégiques. Rappelons que Dijon, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette ville, est un carrefour d'échanges européens entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest aussi. Au temps des ducs, la Bourgogne s'étendait jusqu'aux Flandres. Dijon occupe une place centrale depuis l'époque ducale et je vous présente quand même l'un des chefs-d'œuvre du musée des Beaux-Arts. Donc on va dire c'est une copie postérieure de cet anonyme français qui rappelle la fête champêtre à l'époque de Philippe le Bon et qui en même temps pose cette scène plutôt dans les régions du Nord et non pas dans la Bourgogne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, comme le signale le site de l'UNESCO concernant l'inscription des vignobles de Bourgogne, le cœur historique de Dijon et son palais ducal matérialisent depuis le Moyen-Âge la production vitivinicole. Le secteur sauvegardé, l'un des plus importants de France, est inscrit au patrimoine mondial. À Dijon, tout est historiquement lié. Et pour l'anecdote, rappelez que Philippe le Hardi, aux origines du Palais des Ducs et de la fameuse Chartreuse de Champmol, avait banni le gamay au profit du pinot noir dans le cadre d'une ordonnance en 1395. Donc cela a bien évidemment conduit à beaucoup de légendes et alimente les récits. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, bien évidemment, de voir les liens entre l'art et l'art de vivre. Tout cela est captivant et ne peut que susciter actuellement cette passion patrimoine. Alors, je vous présente la tour de Bar qu'on ne voit plus actuellement, donc il était important que je vous la présente, puisqu'elle est enchâssée dans les échafaudages, puisque le musée est en cours de rénovation. Alors, Dijon peut être simplement signalé ce lieu peut-être porteur de rêves, ce lieu qui en est attractif de par l'émotion qu'il peut susciter. Je vous présente donc cette gravure de Martelange qui signale une ville qui finalement n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on peut ressentir finalement cet enchevêtrement d'architecture, de textures, de couleurs, de matériaux. Quand on est dans Dijon, finalement, on oublie la chronologie habituelle, chère à l'historien. Évoquer Dijon, c'est assumer finalement les aléas de l'histoire, c'est surtout se laisser porter par son imaginaire. Et le Palais des Ducs incarne aussi ce patchwork en tant que complexe architectural où s'enchâssent sur plusieurs siècles les époques. Toutes ces époques ont d'ailleurs survécu, parfois partiellement bien évidemment, contrairement au Louvre qui lui a quand même perdu quasiment toute sa partie médiévale au-delà de ses fondations. Alors, dans le cadre de mon propos, il me paraît important de rendre hommage aux érudits dijonnais, de les faire un petit peu parler, puisqu'on les cite souvent dans les conversations. Je pense à Henri Chabeuf, bien évidemment, et ses écrits de 1894. Je pense aussi à Eugène Fiot en 1927. Je pense aussi à Gaston Roupnel en 1946. Tous, en fait, évoquent cette atmosphère particulière concernant les monuments, les rues, les places. Cette atmosphère que d'ailleurs certains d'entre vous m'ont encore restituée ce matin, certains qui se sont promenés dans Dijon après le restaurant et qui parfois ont déambulé dans la ville et ont été d'hôtels particuliers en place. Et tous m'ont dit effectivement qu'ils avaient été totalement fascinés. Alors Fillot, il est intéressant quand il parle d'énigmatique beauté des témoignages matériels. Énigmatique beauté. L'auteur Gaston Roupnel s'émerveille des alentours du Palais des Ducs. Alors là, je vais vous sortir l'une de ses citations. On sent que toute la ville est là derrière et là tout autour, océan de toits aigus, flots irrités où semble avoir ça et là chaviré un esquif chargé du printemps. Ça et là, un petit coin de verdure s'enfonce entre deux toits. Donc c'est vraiment très, très joli. C'est une belle citation qui allie la grandeur patrimoniale du palais à un tissu urbain vivant, magique, qui est toujours d'actualité et que nous avons d'ailleurs vécu à la récente Nuit des musées, donc samedi dernier, où énormément de Dijonnais, de touristes aussi, ont déambulé de musée en musée dans la ville. Ils ont été près de 7000 visiteurs.
Alors, Roupnel constate que depuis des siècles, la ville se révèle être un concentré d'énergie. Il signale d'ailleurs que son administration est ambitieuse, donc ça c'est plutôt amusant, donc ça c'est écrit juste après la Seconde Guerre mondiale. Il parle d'une ville unique au monde, luxueuse, et dans son ouvrage sur la Bourgogne, le titre de son chapitre sur Dijon est « Dijon capitale ». Donc c'est quelque chose qu'on a entendu il y a très peu de temps. En parcourant leurs écrits, donc on se rend compte que ces historiens locaux étaient des passionnés, des amoureux de leur ville. Et on voit que bien avant la rencontre d'aujourd'hui, déjà ils chérissaient leur patrimoine et aussi parfois ils croyaient à l'éducation, ils en parlaient. Selon Yves Beauvalot, qui a été auteur d'un ouvrage sur le palais dijonnais des Ducs, Fiot, par exemple, défendait 3 axes: montrer pour faire comprendre, instruire pour intéresser, vulgariser pour captiver. Donc c'est assez intéressant, voilà, de reprendre ces approches, ces axes de Fiot. Fiot qui fut, rappelons-le, dans les années 20, animateur du syndicat d'initiative et déjà concepteur de brochures pour les touristes sur le patrimoine. Donc Chabeuf, Fiot, Roupnel croyaient en la protection du patrimoine et ils se disaient qu'il fallait passer par l'éducation et le désir pour pouvoir le protéger et le transmettre aux générations futures. Alors, dans mon court propos, je vais surtout peut-être suggérer 2 axes importants concernant l'identité patrimoniale et culturelle de Dijon. C'est à la fois le côté Dijon ducal et royal, et puis l'époque moderne. Ce sont quand même 2 aspects de l'histoire de la ville qu'on ressent, qu'on perçoit et qui captivent. Donc, Dijon ducal et royal, c'est un titre du livre de Chabeuf. C'est un titre intéressant, c'est un titre qui rappelle effectivement qu'à l'époque des ducs de Bourgogne, l'Europe était très très importante. Alors le duché des ducs de Bourgogne date de 1363, enfin les ducs valois. La puissance ducale s'y exerce jusqu'à la mort de Charles le Téméraire en 1477. Elle s'incarne dans leurs palais successifs à Dijon, notamment celui de Philippe le Bon, particulièrement bien conservé. Alors, le palais ducal fait partie d'un immense complexe architectural qui abrite l'hôtel de ville, le musée en cours de rénovation. Le palais ducal se révèle dans sa partie médiévale, donc la vitrine de l'art de vivre avec sa salle des festins, ses cuisines ducales, la vitrine évidemment de l'art à l'époque des ducs. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le pouvoir ducal s'inscrit dans un territoire d'importance européenne. Et ce qui pourrait peut-être symboliser cette importance, c'est la fameuse chartreuse de Chambol, dont vous voyez quelques ruines sous les yeux, donc qui est fondée par Philippe le Hardi. C'était la nécropole familiale des ducs. Elle accueillait notamment les célèbres tombeaux, ou plutôt les cénotaphes des ducs, que vous avez probablement vus au musée des Beaux-Arts. Alors, cette fusion des arts à l'échelle européenne, bien évidemment, a pour symbole les fameux tombeaux des ducs de Bourgogne, donc je ne vais pas en parler précisément là, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière la chartreuse et ses tombeaux, il y a Philippe le Hardi, certainement celui qui est le plus ouvert aux arts, et qui va faire appel à des artistes talentueux, bourguignons, français, flamands, allemands, et même espagnols, et le plus souvent cité est le Hollandais Klaus Sluter, donc, qui va diriger l'atelier de sculpture de la Chartreuse de 1389 à 1406. C'est cet atelier qui va réaliser le célébrissime Puy de Moïse, donc une vraie référence dans l'histoire de la sculpture. Donc vous avez sous les yeux ce Puy de Moïse, donc qui a quelques kilomètres et qui est vraiment merveilleux. Alors, pour passer peut-être à l'autre point fort de Dijon et retenu souvent dans les guides et en même temps finalement qui se redécouvrent progressivement grâce à des publications, ce sont les XVIIe et XVIIIe siècles. Donc il est intéressant peut-être de vous redonner quelques éléments d'histoire. Donc c'est vrai qu'après après la mort de Charles le Téméraire, donc la Bourgogne est incorporée dans le domaine royal en tant que pays d'État. Elle bénéficie quand même d'une certaine autonomie. Vous êtes d'ailleurs dans la salle qui fut le siège de l'Assemblée des États. Par la suite, son administration complexe, l'administration complexe des États de Bourgogne se est localisée à Dijon, le Parlement, la Chambre des comptes, le Bureau des finances. Cette période-là est extrêmement fastueuse
et finalement est considérée par les historiens avec recul comme complètement déterminante finalement par rapport à notre époque, et parfois plus d'ailleurs que le temps des ducs, selon Yves Beauvallot, qui explique que chaque monument, chaque hôtel particulier, chaque maison était le témoignage tangible d'une histoire féconde, où au bout du compte, les grands-ducs d'Occident ont une place moins importante que les membres du Parlement. Donc tous les pouvoirs politiques, administratifs de la Bourgogne sont concentrés dans l'ancien castrum et vont faire de Dijon une ville particulièrement fastueuse et résidentielle. Donc le XVIIe, il est important, c'est une période dorée qui voit la construction d'hôtels, la rénovation de demeures aristocratiques par les officiers du roi. Ces constructions civiles structurent une ville qui s'enrichit progressivement. Remercions Agnès Botté, donc, qui est l'auteur d'un remarquable ouvrage sur les hôtels particuliers du XVIIe siècle, publié en 2015. Elle en dénombre 66 importants dans son ouvrage. Donc vous avez sous les yeux l'hôtel de Vögué, absolument merveilleux, donc qui date des années 1614-1618. Et puis j'en profite pour montrer l'hôtel Étienne Lantinde, qui est le musée Magnien. Donc c'est aussi un clin d'œil à notre collègue Sophie Aran, qui est arrivée récemment à Dijon. Donc c'est un hôtel important, hôtel particulier important. C'est un musée, c'est le seul hôtel particulier qui peut se visiter normalement, alors que la plupart des hôtels, finalement, n'ouvrent la plupart du temps que leurs cours. Donc c'est un lieu tout à fait essentiel. On rejoint d'ailleurs derrière les Magniens Chabeuf, puisque Chabeuf et les Magniens étaient amis. Chabeuf va d'ailleurs écrire un article sur la collection Magnien, donc une collection léguée à l'État en 1738 et à l'origine du musée tel qu'on le connaît. Pour finir, d'ailleurs, puisque je parle de Chabeuf, savoir qu'il écrivit quand même énormément d'articles, 300, qui vont être publiés par les sociétés savantes, qu'il va développer un réseau d'humanistes sensibles à la défense de leur patrimoine. C'est une démarche, une tradition, un contexte que nous trouvons encore de nos jours et qui, bien évidemment, permet aux uns et aux autres de se nourrir dans la connaissance générale de la beauté de notre ville. Donc Chabeuf est celui qui va d'ailleurs permettre le classement de l'hôtel Chambellan que la ville alors va acheter. Donc c'est l'hôtel Chambellan qui va être acquis, qui n'est plus la propriété de la ville actuellement, mais en tout cas c'est grâce à lui si cet hôtel a été classé. Alors le siècle des Lumières, il faut en parler, parce que c'est effectivement important sur cette période moderne. Il faut aussi rappeler le XVIIIe siècle, rappeler que Dijon est une ville du siècle des Lumières, donc une ville effectivement où Jean-Jacques Rousseau vint concourir au prix de l'Académie des sciences, des arts et des belles-lettres. Cette période confirme le rôle de Dijon dans l'architecture française, avec notamment l'extension du Palais des Ducs. Elle révèle cette période un projet urbain ambitieux, donc qui s'incarne avec le complexe architectural qu'est le Palais et la place royale, appelée maintenant place de la Libération. Et là, vous avez cette place en cours de construction. Vous voyez d'ailleurs que toute la partie muséum du musée actuel n'est pas encore construite. Et vous voyez au fond à la place une Sainte-Chapelle qui va être détruite au début du XIXe siècle. Donc Dijon est une ville à se doter, et cela va être se construire durant le dernier quart du XVIIIe d'une école gratuite de dessin. Ce projet débute dès 1766. Dijon va finalement se doter d'un muséum dans un premier temps, donc c'est l'une des premières villes françaises avant la Révolution française a déjà lancé ce concept finalement de musée, dans un premier temps plutôt dédié aux élèves. Ce musée qui va conduire à l'ouverture d'un musée officiel en 1799. Ce projet, il faut lui rendre hommage, est défendu par François de Vosges, un artiste qui avait dans la tête d'autres projets d'école de dessin en France, et notamment l'école de dessin de Reims de Ferrand de Montelon. Donc c'est assez intéressant cette démarche, qui devient une démarche finalement autour des écoles de dessin nationale et qui met en évidence, bien évidemment, l'importance de l'éducation par les arts. Donc le musée de Dijon est avec celui de Besançon l'un des premiers. Donc vous avez une vue intérieure
de la salle des statues, donc, qui ne peut se visiter à l'heure actuelle puisqu'elle est en cours de restauration. Sa restauration est d'ailleurs quasiment terminée. Cela est véritablement émouvant. Alors, pour conclure, on va dire, deux chantiers majeurs entre passé médiéval et XXIe siècle donc, sont à retenir. Finalement, deux projets qui sont d'importance transversale et qui finalement dépassent finalement la chronologie habituelle. On voit dans ces deux projets, que ce soit le Musée des Beaux-Arts ou la Cité internationale de la gastronomie, l'importance de la greffe contemporaine qui, bien évidemment, doit dialoguer en harmonie avec le passé. Donc vous avez donc dans ce diptyque les deux grands projets. Concernant donc la rénovation du musée, donc elle est importante, comme je vous l'ai dit, car elle permet d'approfondir la connaissance déjà de l'architecture. C'est vrai que c'est un projet de musée, mais c'est aussi un projet où la dimension architecturale est tout à fait essentielle. Ce projet qui d'ailleurs permet de mieux comprendre le logis ducal, le palais ducal de Philippe le Bon, qui est encastré et qui se retrouve derrière ces façades classiques construites dès l'époque de Jules Hardouin-Mansart à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est important effectivement de mieux connaître l'architecture. On voit qu'il y a fusion totale entre l'architecture et les collections. Ce dialogue va d'ailleurs conduire des universitaires, des chercheurs à approfondir l'histoire du palais, et certains vont d'ailleurs s'entourer de bénévoles, donc cela rejoint la thématique de la journée. Je pense à Hervé Mouillebouche qui va s'entourer de bénévoles du Centre de castellologie de Bourgogne. Donc experts et bénévoles se réunissent pour mieux comprendre la connaissance de ce palais. Ils répertorient notamment tous les symboles des artisans, des constructeurs que l'on peut trouver gravés sur les pierres. Donc là, vous avez une vue en fait du lancement officiel des travaux. Donc on est en 2016. C'est un lancement qui a eu lieu au printemps des musées. Vous avez là, c'est tout à fait impressionnant. Ce sont les travaux, les premiers travaux, avec la descente d'un plafond de Pierre-Paul Prud'hon, glorifiant les États de Bourgogne. Donc vous voyez effectivement le travail titanesque qui a pu être réalisé. Vous voyez aussi, vous pouvez constater le démontage des planchers. C'est vrai qu'il a fallu refaire les planchers car les statues que vous avez vues précédemment sont des statues extrêmement lourdes et qui, bien évidemment, jouaient sur la stabilité du bâtiment. Donc deux photos qui montrent en tout cas l'ampleur, la grandeur de ce chantier pour une véritable reconstitution, finalement, ou en tout cas une vraie préservation aussi de la mémoire muséale de l'ensemble architectural qu'est le Palais des Ducs. Alors, le réaccrochage va bientôt commencer. Il va débuter dans quelques mois. Et donc, l'inauguration est prévue en 2019, le 17 mai. Alors, ce projet, pour vous donner quelques chiffres, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est un projet à 60 millions d'euros pour 2 tranches de travaux. C'est un projet d'ampleur essentielle. C'est un projet qui symbolise l'engagement résolu, remarquable, du maire de Dijon, François Rebsamen, que nous remercions vivement. Donc ce projet met en évidence l'importance de l'histoire, l'importance du lien, du dialogue entre les collections et l'architecture. Ce projet replace aussi ce musée dans l'ensemble d'un ensemble architectural qui finalement s'apparente à un véritable quartier dans la ville. Ce projet est là aussi pour ouvrir le musée au dehors et permettre le dialogue dedans, dehors. C'est aussi un projet où tout a été fait pour que, quand c'était possible, les collections présentées à l'intérieur puissent dialoguer avec l'architecture de Dijon, avec les toitures souvent fabuleuses, avec la place de la Libération. Donc il y a vraiment cette volonté de dialogue et c'est totalement réussi. Alors, il est important, parce que je vous parle beaucoup d'histoire, de passé, de rappeler aussi que ce musée a des collections qui, bien évidemment, dépassent le temps des Ducs. Ce sont des collections qui dépassent aussi l'époque moderne, le XVIIe, le XVIIIe. Il y a un fonds d'art du XIXe tout à fait essentiel, mais il y a aussi de belles œuvres, un beau fonds d'art moderne issu de la donation Grand Vide. Donc c'est important de le signaler, de dire que finalement derrière
cette écorce où le poids de l'histoire se révèle extrêmement important, il y a l'art moderne et il y aura aussi l'art contemporain. Cet art moderne, d'ailleurs, Pierre Granville, sa donation en est vraiment l'exemple, est issu d'engagements aussi d'experts, d'amateurs, d'élus, pour faire évoluer ce musée. Remercions d'ailleurs pour la donation Granville l'historien Jacques Tullier, qui s'est beaucoup battu pour faire accepter sur un plan local ses œuvres, notamment ses œuvres de De Staël, fabuleuses et extrêmement demandées sur un plan national, voire international. Quelques vues de cette donation. On voit que, bien évidemment, on est dans l'esprit de la donation. C'est le goût d'un collectionneur aussi qu'on va présenter. Et vous voyez que ce collectionneur aimait les dialogues entre l'art ancien, l'art antique, l'ethnologie et l'art moderne. Et le musée, l'image va un peu trop vite, mais le musée va aussi s'ouvrir à l'art contemporain, et notamment à certains artistes dijonnais comme Ming. Et là, je vous présente cet autoportrait. Il y a vraiment cette volonté que le musée soit aussi ouvert à son temps, soit ouvert à la création d'aujourd'hui, voire à celle de demain. Cela est tout à fait essentiel. Alors, le deuxième projet, pour ceux qui n'ont pas pu la visiter hier, c'est le projet de Cité internationale de la gastronomie et du vin. Donc ça, c'est un projet issu de la double inscription à l'UNESCO du repas gastronomique des Français en 2010 et des climats du vignoble de Bourgogne en 2015. Donc par ce projet, la ville entre en résonance cette fois-ci véritablement avec son territoire. Elle poursuit aussi l'héritage des Ducs. Elle souhaite un site à la jonction entre le cœur historique et la route des Grands Crus. C'est un projet qui, peu à peu, s'inscrit dans un quartier dans lequel il y a l'hôpital historique fondé par le duc Eudes III en 1204. Donc vous voyez cette extension qui va se greffer à la proue du monument historique comme un canon de lumière et qui permet ce lien, qui permet le dialogue entre la grande histoire et le contemporain. Et c'est dans ce lieu qu'il y aura ce centre d'interprétation qui sera dirigé par Zoé Blumenfeld-Kyodo. Donc quelques clins d'œil à l'histoire de ce site, donc 2 chapelles, donc Sainte-Croix de Jérusalem et du Saint-Esprit. Pour conclure, il me paraît aussi important peut-être de rappeler que Dijon, c'est le musée des Beaux-Arts, ce sont aussi d'autres musées qui d'ailleurs souvent sont le fruit de l'engagement des amateurs éclairés, des citoyens. François Devosges, en son temps, avait été soutenu par les parlementaires pour lancer son école des dessins, puis le muséum. Les musées dijonnais, eux aussi, sont le fruit d'engagement depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles en fait, et ont aussi des patrimoines tout à fait exceptionnels. Ils sont vraiment, pour la plupart, issus de la société civile. Ils sont issus finalement des amoureux de la ville. Ils sont musées de France. Ils sont tous musées de France. Ils sont parfois aussi en lien, ils entrent en résonance avec le territoire, comme le musée archéologique ou le musée de la vie bourguignonne, qui ont des collections qui dépassent complètement les frontières de la métropole. Donc juste rapidement, quelques vues donc, sur le musée archéologique, donc, qui est vraiment le fruit de l'engagement des érudits, des sociétés savantes depuis le XVIIIe. Le musée de la vie bourguignonne. Alors ce qui est tout à fait émouvant, c'est que c'est un musée qui, bien évidemment, a un discours, a eu un projet scientifique et culturel autour du territoire, mais qui, en même temps, met à l'honneur l'histoire de la ville et met à l'honneur aussi le quotidien de la ville à travers l'exposition de boutiques. Donc beaucoup de boutiques ont été démontées, ont pu être sauvées, restaurées et représentées dans ce lieu. Donc c'est totalement exceptionnel. Je me rappelle, donc je rends d'ailleurs hommage, je remercie Madame Blondel pour sa démarche. Et je me rappelle de ces cours quand j'étais moi-même étudiant à l'école du Louvre. Et c'est vrai que nous étions tous complètement étonnés par cette démarche. Si vous avez le temps, allez voir ce lieu dans ce site extraordinaire, ce site des Bernardines, ce site cistercien aussi. C'est un lieu magique. Le musée d'art sacré avec l'hôtel de Jean Dubois,
le musée Rue, donc je ne vous en dirai pas plus sur le départ des volontaires, je ne vous en dirai pas plus sur la Marseillaise, vous la connaissez autrement. En tout cas, c'est un lieu qui a beaucoup de succès. C'est un lieu qui accueille parfois plus de 50 000 visiteurs. Donc c'est vraiment un lieu aussi tout à fait magique, et c'est un lieu qui inscrit la sculpture dans les strates de l'histoire de la ville, et cela aussi se révèle complètement fascinant. Alors l'ensemble des musées, c'est actuellement 310 000, j'ai plus les chiffres exacts, enfin plus de 300 000 visiteurs. Donc ce sont de très belles fréquentations qui restent très belles, puisque le musée des Beaux-Arts n'a que 14 salles ouvertes actuellement. Alors pour conclure, chérir le patrimoine, à Dijon, c'est chérir Dijon et son territoire. Et je vous présente donc cette vue d'ensemble. On voit à la fois la ville, on voit les arrière-plans, on voit au loin le vignoble. Donc assurément, comme j'ai pu le dire en introduction, sans hiérarchie, les patrimoines sont le fruit d'une histoire territoriale féconde. Ils témoignent d'un art de vivre inédit. On est vraiment là face à un écosystème culturel d'importance non seulement locale, nationale, mais aussi internationale. Alors, en conclusion, peut-être juste une petite citation toute simple qui pourra peut-être introduire aussi les débats de l'après-midi. Donc, cette citation de Charles Ourcel, qui a été historien acharné, conservateur de la bibliothèque de Dijon, et qui, à l'occasion du centenaire de la Commission des objets d'art de la Côte d'Or en 1932, expliquait « Nous voulons seulement bien connaître notre petite terre, la connaître par amour, par scrupule d'exactitude ». Alors j'aime bien le terme d'amour et d'exactitude, qui sont finalement au cœur de notre journée. Chérir le patrimoine doit se faire dans le respect des pratiques professionnelles qui sont forcément rigoureuses. Tout cela relève de l'évidence. Je vous remercie de votre attention.